PSF 211, méthode de recherche en psychologie. Rebonjour. Dans cette dernière capsule, nous allons, je pense la dernière, nous allons continuer à parler de l'expérimentation. Et ce que je veux faire, c'est continuer à vous parler de différentes menaces potentielles à la validité interne d'une étude. Je veux continuer à parler de certains problèmes qui peuvent arriver, qui peuvent biaiser les résultats. Okay? Et pour faire ça, on va imaginer deux scénarios. Okay? Et deux scénarios dans lesquels il y a une mauvaise expérimentation ou j'aimerais dire une expérimentation qui n'est pas super bien faite, où est-ce qu'on a du pré-test, post-test à groupe unique, donc sans groupe de comparaison. Voici un exemple. Paul est un moniteur. La première, c'est pas une étude, mais c'est juste une situation. Paul est un moniteur dans un camp d'été pour jeunes adolescents. Au début de la semaine, il remarque que ses 15 campeurs sont très excités et énervants, ils sautent partout. Okay. Puis là, il se dit, ah, c'est vraiment énervant ça. Qu'est-ce que je peux faire pour ça? Paul a entendu qu'une intervention au niveau de la nutrition pourrait avoir un impact, spécialement au niveau du sucre. Ce qui n'est pas vrai en passant. Couper le sucre, manger plus de sucre ne vous rend pas plus énervé. On entend souvent parler que les enfants sont énervés parce qu'ils mangent trop de sucre et ils ont un sugar high. Il n'y a aucune preuve qui démontre ça. Cela dit, vous devriez couper beaucoup de sucre pour d'autres raisons de santé. Okay? Donc, lui, il décide de couper le sucre dans les repas de ses campeurs pour 2 jours. Puis vers la fin de la semaine, il voit qu'ils sont beaucoup plus calmes, beaucoup moins excités. OK? Et donc, il se dit, good, ça a fonctionné. Première situation. Deuxième situation. Dr. Yuki a recruté 40 patientes pour une étude sur la dépression. Okay? Et ce qu'elle veut faire, c'est tester l'efficacité d'une thérapie cognitivo-comportementale, où on s'intéresse aux pensées des gens, puis au comportement des gens, puis on essaie de modeler les gens à penser différemment et se comporter différemment. Elle commence en mesurant l'état des 40 patientes, leur état de dépression initiale. Puis ensuite, les patientes reçoivent 12 mois de traitement de thérapie cognitivo-comportementale. Et ensuite, Dr. Yuki revient et elle remesure ces patientes-là sur la dépression, puis elle constate que la sévérité de leurs symptômes est significativement réduite. Donc, ça aurait fonctionné. Elle a remarqué que dans ces deux exemples-là, c'est du pré-test, post-test. Il y a une mesure avant et une mesure après. Et on fait quelque chose entre les deux mesures. Dans le premier cas, on réduit le sucre. Dans le deuxième cas, on donne la thérapie cognitivo-comportementale. Okay? Mais il n'y a pas de groupe de comparaison. Puis là, vous pouvez tout de suite dire, ouais, mais c'est un problème ça. Oui, c'est un problème, puis il y a une raison pourquoi je mets ça comme ça, parce qu'on va voir comment ça peut impacter les données. Donc ici, vous avez le schéma pour la première situation. Tu as tes campeurs de Paul ici. Paul dit, hey, tout le monde est énervé. Il réduit le sucre et il dit, hey, le monde sont moins énervés. Okay. Ici, tu as pour Dr. Yuki, tu as les patientes. Elles mesurent leur dépression. Les gens sont très... Ces patientes ont des scores de dépression élevés. Elles donnent la thérapie cognitivo-comportementale pendant 1 an. 12 mois, 1 an. Et ensuite, 1 an, c'était peut-être beaucoup. Là, j'aurais dû dire d'autres choses, mais en tout cas, restons avec 1 an. Et ensuite, elles remesurent la dépression, puis elles disent, hey, ça a diminué. Bon. À cause qu'il n'y a pas de groupe contrôle, ou de groupe de comparaison, okay, dans ces deux exemples-là, il y a toutes sortes de menaces à la validité de ces études-là. Et ce que je veux faire avec vous, c'est voir différents types de menaces. Okay? On va commencer avec le premier, qui est la maturation. Alors, la maturation, regardez, c'est très simple. C'est le fait que, avec le temps, les gens changent. Les choses changent. Avec le temps, quelque chose qui nous rendait triste nous rend moins triste. Avec le temps, parfois, on devient moins anxieux. Parce que les choses dans la vie s'arrangent d'une certaine manière. Ou on peut devenir plus anxieux. T'sais. Mais les choses changent avec le temps. Okay? C'est ce qu'on appelle la maturation. Si je prends un exemple, un enfant à 5 ans, puis je le mesure sur ses habiletés sociales, sa capacité à se comporter bien dans une situation sociale, puis s'adapter aux autres, s'adapter aux émotions des autres, je le mesure à 5 ans, puis je le remesure à 10 ans, je vais voir une augmentation là-dedans. Les enfants sont meilleurs socialement à 10 ans qu'à 5 ans. Mais pourtant, j'aurais fait aucune intervention. J'ai juste laissé le temps passer. Ça, c'est la maturation. Le système nerveux change.
OK? Alors, notre docteur Yuki ici. Ah, tout ça c'est en anglais, là, mais bon, désolé, je présuppose que vous êtes capable de lire ça. Et sinon, de toute façon, en psychologie, on utilise souvent la langue anglaise de toute façon, mais je vais le traduire pour vous, là. Donc, notre docteur Yuki, souvenez-vous qu'elle a utilisé uniquement un groupe thérapie, uniquement la ligne orange ici. Elle n'avait pas de groupe de comparaison. Mais nous, on va mettre un groupe de comparaison juste pour voir qu'est-ce qui serait passé. Donc, imaginons que c'est ce que Dr. Yuki a observé. Avant le traitement, après le traitement, le score de dépression ici, que ces gens étaient à 18 sur 20 avant le traitement, puis après le traitement, ils étaient à 13 sur 20. Elle conclut, Youpi, mon traitement fonctionne. Peut-être pas Youpi, peut-être Oura ou quelque chose de plus sérieux. Mais en tout cas, elle conclut que le traitement fonctionne. Okay? Si elle avait utilisé un groupe de comparaison qui n'avait pas le traitement, qu'est-ce qu'elle aurait observé? Ben, imaginons qu'avec un groupe sans thérapie, un groupe contrôle, elle aurait observé une baisse comme ça aussi. Okay? Cette baisse-là, parce qu'il n'y aurait aucune thérapie, serait due simplement à de la maturation. Les gens qui souffrent de dépression, ils ne sont pas dans la même intensité de dépression toute leur vie à tous les moments. Ça vient cyclique. Parfois, les gens font des cycles de 1 an. La dépression se calme, graduellement ça descend. Puis là, vous êtes bon pour une couple de mois, puis là, ça recommence à monter. Puis ça fait un cycle, puis ça redescend. C'est très cyclique, ces trucs-là. Okay? Or, si vous laissez passer le temps, chez certaines personnes, dépendant quand est-ce que les personnes ont commencé leur cycle, vous pourriez voir que au fil du temps, pendant un moment du moins, je ne sais pas ce qui arrive plus loin par là, mais au fil du temps, les symptômes diminuent. Purement par maturation. Okay? Une amélioration spontanée au fil du temps. Okay? Et donc, elle n'a pas utilisé le groupe contrôle. Donc, elle ne se rend pas compte qu'il y a une maturation au fil du temps. Elle a utilisé uniquement le groupe thérapie. Okay. Si ce qu'elle avait observé, cette ligne brune-orange, là, si elle était parallèle à la ligne bleue, le docteur Yuki aurait conclu que c'était sa thérapie qui diminuait les symptômes, sans se rendre compte que c'était purement dû à la maturation. Parce que si elle avait utilisé un groupe sans thérapie, elle aurait vu que la ligne était en tout point parallèle, similaire. La pente était en tout point similaire. Donc, elle aurait conclu que c'était son expérimentation, sa manipulation au niveau de la thérapie. Ben, pas manipulation parce qu'il n'y avait pas de groupe contrôle. Elle aurait conclu que c'était l'efficacité de sa thérapie. Okay? Mais elle aurait pas, ça ne serait pas rendu compte que comparé à quoi? Ben, comparé à sans thérapie, on aurait trouvé la même diminution. Okay? Mais ce qu'elle a trouvé, c'est ça ici. Là. Donc, ce qu'elle a trouvé, ça suggère que sa thérapie a un effet positif parce que la pente est beaucoup plus forte qu'ici. Mais ce que ça conclut, c'est que sa thérapie a un effet positif, définitivement, mais qu'une partie de cet effet-là est due à simplement de la maturation. Parce que regardez comment ça descend sans thérapie. Donc la thérapie fonctionne, mais une partie de la preuve qu'elle fonctionne est simplement due à de la maturation. OK? Mais Dr. Yuki ne peut pas savoir ça parce qu'elle a juste pris ce groupe-là. Donc elle a l'impression que c'est vraiment la thérapie qui diminue énormément. Et elle ne peut pas arriver à une compréhension comme on vient d'arriver nous, parce que nous, on s'imaginait un groupe sans thérapie comme si on connaissait les données, qu'est-ce qui serait arrivé. Mais à cause qu'elle n'avait pas de groupe de comparaison, elle ne peut pas comprendre que ces résultats sont partiellement dus à la maturation. Elle pourrait se demander toutefois, me demande à quel point c'est dû à la maturation. Mais elle ne pourrait pas savoir, parce qu'elle n'a pas de groupe contrôle. Une deuxième menace à la validité possible, que des fois on s'en rend pas compte, c'est ce qu'on appelle l'effet de cohorte.
Bon, ici, j'ai pas de graphique, j'ai pas rien, mais j'ai un exemple très simple. Dans le fond, c'est un exemple qui n'a nullement rapport au Dr. Yuki ou à Martin et ses compères, là, ou Paul et ses compères. Donc, mais je vais le dire quand même. Imaginons que vous faites une étude pour vous intéresser à l'anxiété et à différentes formes de phobies, et spécifiquement en fait aux phobies sur les avions et la phobie de voler. Je ne sais pas comment on appelle ça formellement, là, mais la phobie de voler en avion. Okay. Et vous vous intéressez au développement de ça. À savoir, est-ce que c'est plus présent chez les jeunes, puis ça diminue pendant l'adolescence, puis chez les adultes, c'est encore plus petit? Est-ce que ça reste la même? Est-ce que ça augmente avec le temps? T'sais? Comment ça fonctionne? Fait que vous allez prendre des gens de 5 ans, 6 ans, 7 ans, jusqu'à 60 ans, par exemple. Okay? Et vous remarquez quelque chose d'étrange, qui est que entre, disons, 5 ans et 40 ans, il y a un moment, où, pendant un bon bout de temps, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, jusqu'à la vingtaine, par exemple, il y a un bon moment où il n'y a aucune différence. Ça ne change pas. Mais au bout d'un moment, vers la vingtaine, clang, tout à coup, ça monte. Vers 30-40, là, c'est au maximum. Là, vous dites, coudonc. Donc, bien bizarre, ça. Comment ça se fait que l'anxiété, le trouble de phobie par rapport à voler, ou l'anxiété par rapport à voler, augmente dramatiquement vers 30, 40, surtout vers 40 ans. Là, vous avez toutes sortes de théories, qu'est-ce qui se passe, peut-être que les gens deviennent plus conscients de... et ainsi de suite. Mais ce que vous auriez ici, ce serait un simple effet de cohorte. Ça vous donnerait l'impression que normalement, l'anxiété augmente. Il y a quelque chose qui fait que l'anxiété augmente vers 40 ans. Mais ce que vous ne rendriez pas compte, si vous ne comprenez pas l'effet de cohorte, c'est que c'est simplement dû au fait que quand vous arrivez à des répondants, des participants qui ont 40 ans, là, ces gens-là ont vu certaines choses dans leur vie qui font qu'ils ont plus peur des avions. Ils ont tous vu, par exemple, ils étaient jeunes à ce moment-là, mais ils ont tous vu le 11 septembre, les attaques terroristes sur le World Trade Center. Ils ont été vraiment impressionnés négativement là, par ça. Ça a donné naissance à toutes sortes de contenus, de films, de téléséries sur des terroristes et des avions. Et toutes sortes il y a eu toutes sortes d'autres cas de terroristes qui ont essayé de faire des trucs avec des avions. OK? Et ça a vraiment marqué la conscience collective de ces gens-là. C'est un énorme événement. Et donc, les gens de 40 ans sont une cohorte qui n'est pas les mêmes que les gens de 18 ans. En partie, parce que les gens de 40 ans ont eu une expérience de voir le World Trade Center, okay, que les gens de 18 ans n'ont pas eu. Ils sont donc une cohorte différente. Et l'augmentation de l'anxiété de voler, par exemple, vers 40 ans, si c'était une vraie étude, là, je pense pas qu'on trouverait ça, mais imaginons pour les besoins de la cause que c'est vrai. Okay? Cet effet-là, vous ne devriez pas l'interpréter en disant « Oh, il y a quelque chose qui fait qu'avec l'âge, les gens deviennent plus anxieux par rapport au vol en avion. » Non, c'est pas ça la bonne explication. La bonne explication, c'est qu'à un certain âge, vous rentrez dans un effet de cohorte, où il y a des gens qui ont vécu des choses qui font en sorte qu'ils ont plus peur. Si vous effaciez les événements du 11 septembre de la mémoire collective, vous verriez probablement qu'avec le temps, il n'y aurait pas d'augmentation vers 40 ans dans la peur de voler en avion. Donc ça, c'est l'idée d'un effet de cohorte. Okay? Faut toujours se demander, en fait, surtout quand on fait de la recherche où on compare les gens au niveau des différents âges, où on compare les gens au niveau de différents endroits géographiques, par exemple.
Tu sais, si je compare des Canadiens avec des gens d'une autre nationalité sur quelque chose, ok? Puis je me rends pas compte, je m'étais pas rendu compte que les gens dans l'autre pays, ils viennent juste de vivre une révolution au niveau de leur leadership qui fait en sorte qu'il y a eu beaucoup de violence, puis ils sont plus nerveux, puis là, ils vont répondre différemment dans le test. Puis moi, j'ai pas pensé à ça. Que c'est une cohorte différente. Il y a plus que juste ils viennent d'un autre pays, c'est une cohorte différente que mes participants canadiens, par exemple. Okay? Donc ça, c'est très important à tenir en compte. Okay. Troisième menace potentielle, on va retourner au scénario du Dr. Yuki. Okay. La régression vers la moyenne. La régression vers la moyenne, c'est que lorsque vous mesurez des choses avant et après, parfois il peut arriver purement par hasard que la première fois que vous le mesurez, la mesure soit extrême, comme par exemple très haute, par exemple. Ça pourrait arriver que parce que quand vous mesurez quelque chose, comme le score de dépression, par exemple, chez Dr. Yuki avec son score de dépression la première fois, si vous mesurez le score de dépression de quelqu'un, vous mesurez son score de dépression avec votre outil, mais il y a toutes sortes de facteurs aléatoires qui peuvent venir enfler la mesure, gonfler la mesure. Okay? Comment vous savez? Peut-être que aléatoirement, comme ça, juste par hasard, vos 40 participantes que vous mesurez cette journée-là, qui est la première fois, ils ont toutes eu une semaine de merde, une semaine vraiment difficile, sur toutes sortes de dimensions de leur vie. Ce qui fait que le score de dépression est encore plus fort. Ou ils ont vraiment mal dormi pendant toute une semaine. Ce qui fait que leur score de dépression est encore plus fort. Ou quelque chose est arrivé dans leur vie. Ce qui fait que le score de dépression est encore plus haut. Okay? Donc vous avez ici une mesure qui est enflée, mais vous vous en rendez pas compte. Si vous reveniez plus tard, puis vous remesuriez le score de dépression, ça se pourrait que vous trouveriez que ce score de dépression-là a descendu. Parce que tous ces facteurs-là qui, par malchance, disons dans ce cas-ci, étaient venus ensemble pour donner un score enflé la première fois, ne seraient pas là la deuxième fois. Ce qui fait que le score de la deuxième fois serait un score qui reflèterait plus le vrai score de dépression de la personne. OK? C'est ce qu'on appelle la régression vers la moyenne. Parce que si vous mesurez les choses à un moment, parfois la mesure que vous prenez, elle peut être enflée, elle peut être trop haute ou trop basse à cause de toutes sortes de facteurs aléatoires qui viennent brouiller les cartes. Si vous reprenez une mesure la deuxième fois, il y a des bonnes chances que ces facteurs-là aléatoires-là ne soient plus là ou soient différents, qui fait que votre mesure va revenir vers ce qu'on appelle la moyenne. Elle va revenir vers un score qui est plus réel, par exemple. OK? Et ça peut être un problème pour le Dr. Yuki. Pourquoi? Ben, parce que Dr. Yuki a deux mesures. Avant la thérapie et après la thérapie. Okay? Et elle a juste un groupe. Le groupe qui a fait la thérapie. Elle n'a pas de groupe contrôle. Alors, imaginons ici... Alors, ici, on a la ligne des participantes qui étaient en thérapie de Dr. Yuki. Puis, souvenez-vous, Dr. Yuki a juste ces participantes-là. Okay? Elle n'a pas de groupe de comparaison. Elle n'a pas le bleu ici. Donc, Dr. Yuki observe une diminution pré-thérapie à post-thérapie. Okay? Et elle attribue ça à la thérapie. Mais si elle avait fait... imaginons que nous, il y a quelque chose qu'on sait, si elle avait pris un groupe sans thérapie, juste un groupe comparaison où les gens font rien, okay? Puis qu'elle avait vu que au niveau de la dépression, ils partent au même point, à ce point-là dans le temps, okay? Mais ils descendent moins, définitivement moins que ceux en post-thérapie. Okay? Ben là, on pourrait dire, OK, il n'est pas vraiment probable que ce qu'elle a observé, elle, est dû à une régression vers la moyenne. Parce que chez les autres gens, il n'y a pas eu une régression vers la moyenne similaire. Il y a eu une petite régression,
une petite diminution, t'sais, mais pas autant que ça. Donc, les résultats que Dr. Yuki a observés ne sont probablement pas dus à une régression vers la moyenne. OK? Deuxième scénario, vous avez ici Dr. Yuki, son groupe de thérapie. Souvenez-vous, elle a juste un groupe de thérapie, elle n'a pas de groupe de comparaison. Et elle a pré-thérapie ici. Okay? Et ma flèche part tellement, il faut que je bouge constamment pour qu'elle reste. Pré-thérapie ici et post-thérapie, donc une petite diminution qu'elle pourrait attribuer à son médicament, à sa thérapie. Mais ici, vous avez un groupe contrôle qui démontre aucune différence entre pré-thérapie et post-thérapie. OK? Ben, ici, vous voyez que les gens contrôle, il y avait un score de thérapie, score de dépression de 15. Puis avec le temps, ils sont restés à 15. Okay? Mais le groupe qu'elle a mesuré, il y avait un score plus haut. Il y avait un score comme de 17 ou quelque chose, ou 18. Puis ensuite, il commence à descendre vers 15. Fait qu'ici, elle a pu attribuer cette descente-là à sa thérapie, mais vous devriez probablement vous dire, c'est probablement une régression vers la moyenne. Parce que d'autres gens qui n'ont pas fait la thérapie, il y avait tout un score pas mal de 15, qui est resté 15. Mais elle, son groupe avait un score plus haut au début. Puis graduellement, il est redescendu vers 15. Ça en va vers 15. Fait que peut-être que quand elle a mesuré ces 40 femmes, c'était justement ça. C'était des femmes qui ont eu juste une semaine ou une journée vraiment difficile en plus de leur dépression, ce qui a exagéré leur score de dépression et qu'avec le temps, leur score de dépression redescend vers la moyenne. Dr. Yuki a l'impression que c'est à cause de cette thérapie, mais ça ne serait pas. Ça serait à cause de la moyenne. À cause de la régression vers la moyenne. Maintenant, dans le troisième scénario, c'est exactement la même chose, mais c'est probablement pas à cause de la régression vers la moyenne et c'est probablement à cause de la thérapie. Dr. Yuki ne sait pas que des gens à qui on ne donnerait pas de thérapie commenceraient à 15 puis resteraient à 15. Okay? Les gens qu'elle a mesurés commenceraient vers 18, mais là diminueraient beaucoup plus bas que 15, s'en vont graduellement vers 10. Okay? Elle se dit, youpi, c'est l'effet de ma thérapie qui fonctionne. Et vous devriez dire, ouais, c'est probablement quelque chose à propos de la thérapie. Parce que si c'était une régression vers la moyenne, vous verriez cette ligne orange-là qui graduellement reviendrait vers le bleu, vers le score normal. Okay? Et ici, il descend. Il va beaucoup plus bas que le score normal. Alors ça ne peut pas être une régression vers la moyenne. Il pourrait y avoir une autre explication qui serait que ici, les scores sont surenflés parce que les 40 personnes qu'elle a mesurées ont juste eu des journées vraiment de merde, puis ça a augmenté leur score de dépression. Juste par hasard, comme ça. Puis ça se pourrait qu'avec le temps, le score soit artificiellement trop bas. Je sais pas moi, parce que ces 40 femmes-là ont vécu des choses fantastiques. Juste par hasard, il y a toutes sortes de choses fantastiques qui sont arrivées, qui fait que ça diminue. Okay? Si c'était le cas, ce qu'on s'attendrait à voir, c'est que si on mesurait une troisième fois, ça remonterait vers le 15. Par exemple. Ça remonterait vers la moyenne. Okay? Mais on ne le voit pas ici parce qu'on a juste deux mesures. Et donc la régression vers la moyenne est un problème ici, là, spécifiquement. Où est-ce qu'elle se dit « Ah, il y a eu une diminution ». Non, c'est pas qu'il y a eu une diminution en tant que telle, c'est que ta première mesure était trop enflée à cause de certains facteurs aléatoires. Et graduellement, ces facteurs aléatoires-là, comme ils sont aléatoires, ils ne vont pas tous se pointer au même moment, en même temps à chaque fois. Mais graduellement, si tu prends une deuxième mesure, ils ne sont pas aussi présents, ou ce n'est pas les mêmes qui sont présents, par exemple, qui ont le même effet, et ta mesure devient de plus en plus la réalité. Or, ce que toi t'interprètes comme étant quelque chose qui est passé de pire à mieux, c'est quelque chose qui est passé de artificiellement enflé par des facteurs aléatoires à plus artificiellement enflé. C'est pas une augmentation dans le bien-être ou une diminution des symptômes de dépression dans la réalité. T'sais. Ça, c'est la régression vers la moyenne.
Troisième menace potentielle que Dr. Yuki qui pourrait menacer les données de Dr. Yuki et qu'elle pourrait ne pas s'en rendre compte parce qu'elle a pas parce que son expérimentation est pas super au niveau de la façon dont elle est montée. C'est l'attrition ou ce qu'on appelle la mortalité expérimentale. Ce qui ne veut pas dire que les gens meurent nécessairement. Bien que parfois ça peut vouloir dire ça. Et l'idée est la suivante. L'attrition ou la mortalité expérimentale, dans le fond, c'est que les gens ne sont pas obligés de rester sur votre étude. Ils peuvent partir s'ils veulent. Et des choses peuvent leur arriver. Des clients de Dr. Yuki, les clientes de ses 40 clientes, là, ses patientes, certaines pourraient malheureusement, je sais pas moi, mourir. Ou, moins malheureusement, déménager. Ou plus être capable de faire partie de l'étude pour une raison ou une autre. Ou simplement décider de ne plus en faire partie. OK? Or, ça pourrait grandement... Ça pourrait être un problème là, au niveau des scores. Fait que, imaginons qu'elle n'avait pas 40 participantes à son étude, mais 9 plutôt. OK? Et imaginons que ça, c'est le score, par exemple, de dépression au premier moment. Okay? Ça, c'est une personne, l'autre. Okay? Ça, elle dirait, le score moyen de dépression est de 5,71. Fait sa thérapie. Bon, il y a des gens qui partent, c'est correct. Il me reste au moins 7 personnes. Puis elle dirait, wow, le score, la deuxième fois, est de 4,32. Il y a une diminution dans les symptômes dépressifs. OK. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est ces deux personnes-là qui étaient vraiment hautes, là. Est-ce que... Ils sont partis, fait qu'on ne sait pas ça aurait été quoi leur score, là. Peut-être que leur score aurait été ici, hein, ou ici, par exemple. Qui aurait donné... Si leur score est exactement le même, en fait, ça aurait donné 5,71. Donc, le simple fait d'enlever des gens fait diminuer la moyenne, surtout si les gens ont des scores extrêmes. Ça revient, dans le fond, à la discussion sur les scores extrêmes de l'autre jour. Et donc, tu sais, le fait qu'il y ait des gens qui partent est un vrai problème au niveau des données. Et il faut faire attention lorsqu'on interprète les données. Mais les gens ont le droit de partir. Au niveau éthique, il n'y a rien qui les retient là. Ils ont le droit d'arrêter. Ils peuvent se rendre à la dernière journée de thérapie et dire non, tente plus. Tu sais? Et puis, vous êtes obligé de dire ok, merci beaucoup pour avoir participé jusqu'à ce point-ci. Et donc, ça, c'est un vrai problème. Ici, on a un autre exemple où est-ce qu'on a encore 9 personnes, avec une moyenne de 5,71. Et que si on élimine ces deux personnes-là, okay, et je ne sais pas si sont plus hauts ici, là, mais en tout cas, simplement en les éliminant, ces deux personnes-là, tu as une augmentation d'une moyenne. Donc, c'est logique, right? Si j'élimine des gens qui ont le score plus haut, la moyenne va descendre. Si j'élimine des gens qui ont un score de plus en plus bas, la moyenne va monter. C'est logique. Okay? Donc, dépendant qui a quitté, elle peut faire augmenter ou baisser la moyenne. Ça, Dr. Yuki pourrait s'en rendre compte parce qu'elle n'a pas de groupe contrôle, mais elle sait s'il y a des participantes qui ont quitté. Et ça, elle devrait s'en rendre compte. Elle devrait en tenir compte dans ses analyses plus tard. Et spécifiquement, une des choses qu'elle devrait faire dans ses analyses plus tard, quand elle va analyser ses résultats, c'est qu'elle ne devrait pas tenir compte des mesures pré-test, des mesures 1, des gens qui ont quitté lors de la mesure 2. Elle devrait juste pas tenir compte de ces deux personnes-là, puis ici, par exemple, pas tenir compte de ces deux personnes-là. Et si elle faisait ça, elle se rendrait compte que, ma thérapie n'a eu aucun effet, par exemple. OK? Par attrition. Une autre menace à la validité,
c'est le biais d'instrumentation. Et celui-ci est très simple, je n'ai pas vraiment de graphique pour, mais ça arrive rarement, mais ça peut arriver, surtout si on n'a pas beaucoup d'expérience en tant que chercheur, ou chercheur, ou chercheuse, je ne sais pas comment on dit, là. Je pense que c'est chercheur, en tout cas, désolé pour la parenthèse. C'est que, imaginons que le Dr. Yuki avait la Dr. Yuki avait sa première mesure de dépression. Okay? Et que dans sa deuxième mesure, elle avait trouvé une meilleure mesure. Une mesure un peu où elle avait décidé, il me manquait une bonne question dans la première mesure que j'aurais dû rajouter. Je vais la rajouter dans la deuxième mesure. Donc ici, l'instrument pour mesurer n'est pas le même à la mesure 1 qu'à la mesure 2. Et ça peut venir brouiller les cartes. Ça peut donner l'impression que la dépression a diminué parce que l'instrument est différent. Imaginons, le Dr. Yuki aurait un long... Tu sais, les questions sont très très longues, la première mesure. Puis là, ces participantes, là, ces femmes lui disent c'était très très long cette affaire-là. C'est difficile pour quelqu'un qui souffre de dépression de faire quelque chose de long comme ça au niveau de la concentration. Puis là, la Dr. Yuki dit, ouais, c'est vrai, hein? J'ai peur que les gens décrochent lors de la deuxième mesure. Qu'est-ce que je vais faire? Je sais, je vais juste couper des questions qui sont moins nécessaires lors de la deuxième mesure. Parce que je ne veux pas que mon monde décroche. Je ne veux pas avoir de l'attrition, right? De la mortalité expérimentale. So, je vais rendre la deuxième mesure plus simple. Mais en faisant ça, c'est pas la même mesure, là. Et donc, ça pourrait faire en sorte que ces scores de dépression entre le temps 1 et le temps 2 semblent diminuer, mais c'est pas ça. C'est parce qu'ils sont mesurés différemment au temps 2 qu'au temps 1. Biais d'instrumentation. C'est simplement ça. Okay? Si vous avez une mesure au temps 1, assurez-vous que c'est la même mesure au temps 2, la même affaire. Okay? Le même ordre des questions, toutes. La même façon dont les questions sont dites, les mêmes instructions, tout. Et finalement, une autre menace à la validité, puis encore là, je n'ai pas de graphique pour ça, c'est l'effet placebo. Puis lui, vous le connaissez déjà. Okay? C'est le fait que Dr. Yuki aurait pu observer une diminution dans ses participantes, simplement à cause de l'effet placebo. Pas parce que la thérapie cognitivo-comportementale est nécessairement... Il y a quelque chose de spécial à propos de cette forme de thérapie-là qui fait diminuer les scores de dépression, mais simplement que le fait d'être en thérapie, les gens se disent « je prends soin de moi-même, quelqu'un qui m'écoute, il me semble que ça devrait aller mieux au bout d'un moment. » Et que graduellement, les choses vont mieux au bout d'un moment pour ces raisons-là. Okay? Donc, Dr. Yuki verrait la diminution, disons, des symptômes dépressifs, pas à zéro, là, une diminution quand même, et se dirait, il y a quelque chose à propos de la thérapie cognitivo-comportementale qui fonctionne. Sans comprendre que non, ça pourrait juste être un effet placebo. C'est juste le fait de savoir que on devrait aller mieux, ça devrait fonctionner, et donc on prend du mieux comme ça. Okay? Un groupe contrôle lui aurait permis de savoir ça, ou est-ce qu'elle aurait juste, par exemple, elle aurait pris un groupe similaire de femmes et elle aurait juste eu des conversations avec, c'est tout. Sans nécessairement de faire de la thérapie cognitivo-comportementale. Puis là, elle aurait observé une même diminution. Et elle aurait dit, c'est pas la thérapie cognitivo-comportementale, c'est juste le fait d'être avec quelqu'un peut-être, ou quelque chose comme ça. L'effet placebo se retrouve beaucoup plus, en fait, si on parle de mesures pharmacologiques, là. On sait que prendre une pilule de sucre, par exemple, chez quelqu'un, parfois, en fait, on retrouve ça dans des études sur des antidépresseurs. C'est très intéressant, certaines études sur les antidépresseurs qui montrent que, je pense que j'ai déjà vu à un moment, que jusqu'à 60% de l'effet des pilules antidépresseurs sont dus simplement à un effet placebo. Parce que la personne s'attend à ce que ça fonctionne, donc elle a des attentes différentes, donc elle interprète les choses différemment dans sa vie et ça modifie partiellement sa dépression. Je ne veux pas dire que vous pouvez vous guérir de la dépression simplement avec des pensées positives, là, c'est pas ça. Mais qu'une partie de ce qui fait que les antidépresseurs fonctionnent est due aux attentes que vous avez. Et ça, on peut démontrer ça en donnant aux gens des faux antidépresseurs et voir que ça diminue quand même.
Or, la docteure Yuki ne pourrait pas savoir si la chute de ses participants, des scores de dépression de ses participantes, serait vraiment due à quelque chose à propos de la TCC, la thérapie cognitivo-comportementale, ou simplement dû au fait que les patientes s'attendaient à ce que les choses aillent un peu mieux, et ça change comment ils interprètent le monde, leur vie, leurs attentes, et ça change en partie leur score de dépression. Okay? On se laisse là-dessus. Ciao!